Salutations mes chers Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui on va parler de manga et de mes lectures. Et aujourd'hui on s'attaque à une petite lecture. Mais comme je pense que vous l'avez vu dans la vignette, il s'agit de Kingdom et son tome 17. C'est parti. Ah, le tome 17 de Kingdom, il est pas mal, avec pas mal de rebondissements et de nouvelles personnages qui font leur apparition dans ce tome. Mais on va rapidement s'attarder d'abord sur la jaquette. Alors au niveau de la jaquette, moi je l'adore vraiment. On a nos trois personnages principaux avec Shin tout en haut, Elsei côté gauche et Karyoten en bas à droite. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on les voit tous ensemble réunis dans un tome. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. La quatrième de couverture, elle est sublime puisqu'on voit enfin l'arrivée de deux nouveaux personnages qui auront leur importance, je pense, dans les tomes précédents et d'ailleurs dans ce tome-là. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard pour vous raconter tout. Et au niveau des bonus, on peut avoir une petite page en couleur où on a notre cher, le roi Fui. Alors, le roi Ryofui, voilà de son prénom. Avec une petite pose qui est sublime. D'ailleurs, elle me fait penser beaucoup un peu à une pose de JoJo's pour ceux qui connaissent. Elle est tout simplement sublime. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un petit résumé avec la présentation des différents personnages, notamment fait en deux factions, c'est-à-dire l'armée de King en haut et l'armée de Zhao juste en bas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et à la fin, on a un petit bonus à la fin. On a une petite bande dessinée qui fait 3 pages de mémoire. Ouais, c'est ça, 3 pages où il raconte un peu les aventures de notre jeune petite unité de 300 hommes de Ishin. Voilà à peu près ce que je pouvais dire au niveau de la jaquette et des bonus qui est plutôt pas mal. Maintenant, passons à l'analyse de ce tome. Mais Phoenixous, ce tome 17 de Kingdom est juste magnifique. Ça a été un chef-d'œuvre. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire au niveau de ce tome? 4 principaux événements qui en ressortent. Le premier événement, c'est bien évidemment l'arrivée de Riboku dans l'état de King. Alors, comment ça s'est fait? Principalement, alors faut savoir que déjà Riboku, c'est qui? C'est le gars qui a réussi à tuer Uki. Juste ça. Il a réussi à piéger Uki stratégiquement et à le tuer. Bon, c'est pas lui qui est responsable physiquement de la mort. C'est pas lui qui a mis un poignard dans le corps d'Uki pour qu'il crève. Mais bon, stratégiquement, c'est lui qui a tout orchestré pour amener Uki là où il veut. Et quand on sait qu'Uki est plutôt balèze quand même en termes de puissance et en termes de stratégie, se faire battre par lui, donc là on voit vraiment l'aspect qu'il a. C'est vraiment un balèze général. C'est d'ailleurs l'un des 3 grands cieux qui fait son apparition dès le début de ce chapitre. Donc là franchement j'ai kiffé. Alors je me suis dit pourquoi il arrive, qu'est-ce qu'il fout là? Et bien devinez qui derrière tout ça, c'est notre cher chancelier Ryofui. Très bon stratégiquement aussi. Il a réussi à faire venir l'ennemi, enfin la personne qui a éliminé Uki, l'ennemi public numéro 1 de l'état de King dans sa ville tout simplement, prétextant des négociations pour récupérer en fait Shippuken. Shippuken c'est qui? Shippuken c'est un petit, on va dire entre guillemets, un petit esclave, même s'il n'est pas vraiment esclave. Disons que c'est un petit esclave, un petit chouchou, voilà, du roi de Zhao qui a une petite préférence pour lui. Alors, je sais pas, le roi de Zhao, je sais pas du tout s'il préfère les petites filles ou les petits garçons. Bref, en tout cas, ça nous est dit que c'est l'un de ses personnages préférés, l'un de ses chouchous, quoi, tout simplement. Et donc, pour le libérer, il fallait qu'il envoyait notre cher Riboku aller négocier avec le chancelier Ryofui. Et ben, qu'est-ce qu'il a fait le roi de Zhao? Il a ordonné à Riboku de se presser et d'aller là-bas immédiatement négocier pour faire revenir notre cher Shippuken dans sa bastion. Et ben devinez quoi? C'était juste magnifique. Stratégiquement, le chancelier Ryofui, il est au-dessus, c'est un niveau au-dessus. Là, on voit toute la classe réussir à faire déplacer un grand général comme ça, normal.
juste magnifique. Deuxième point qui est d'ailleurs la suite directe du premier événement, hein, c'est bien évidemment les négociations entre deux mastodontes, hein, deux états. Hein. Alors d'un côté on a l'état de Zhao représenté par Riboku et de l'autre on a l'état de King représenté par le chancelier Ryofui. Hein. D'ailleurs le chancelier Ryofui qui a parfaitement orchestré tout ça. Hein. Alors le gars là, Sheppuken, c'était clairement un prétexte pour faire venir Riboku à lui. Et là, il a parfaitement joué le coup, notre cher chancelier Ryofui. Hein. Alors là, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Riboku, il s'est jeté dans la gueule du loup. Il va se faire liquider par le chancelier. Je me suis dit, c'est fini. Hein. C'est d'ailleurs ce que le chancelier a dit. Hein. Il a dit, mec, tu es trop dangereux. Tu es l'un des 3 grands cieux. Tu as réussi à battre Uki. Je vais te buter aujourd'hui et maintenant. Comme ça, ton état va s'affaiblir et je pourrais crever enfin cet état. C'est ce qu'il lui a dit. Hein. Enfin, pas dans ce langage-là, mais en gros, c'est ce qu'il lui a dit. Et là, je me suis dit, c'est fini pour Riboku. Il a terminé. Il va se faire liquider. Et autour de lui, hein, d'ailleurs, on a cette petite ambiance autour de lui. On a une ambiance de tous les généraux hein, qui étaient proches du général Uki. Hein, qui le fulminent, hein, qui ont vraiment envie de le liquider là tout de suite maintenant, qui attendent juste un mot, un ordre, liquidez-le et je te promets que les généraux d'Uki allaient se jeter sur lui comme jamais. C'est d'ailleurs ce que j'ai ressenti dans ce tome, hein. D'ailleurs elle est magnifique hein. Dans ce petit passage, on a parfaitement ressenti ça, hein. Une grosse tension. Là aussi retournement de situation, il a dit ok, qu'est-ce que tu vas me proposer? Et là il lui dit, j'ai une proposition à te dire. C'est une alliance entre ton état et moi. On s'allie et on nique l'état de Wei. C'est un état voisin. Et là, le chancelier, on se dit, bon, bah, il va accepter. C'est un bon compromis. Eh ben non. Il refuse. Notre cher chancelier refuse. Et là, Riboku, tout de suite, il commence à avoir des sueurs, des trucs comme ça. Ah, il est pas bien, Riboku, hein. À sa place, je serais pas bien. Hein. Et là, il lui propose un autre truc. Le chancelier, il propose à la place de l'alliance, je veux que tu me donnes un château. Alors c'est un château qui est stratégique. Hein. Il est pile à la frontière de l'état de Wei, je crois, de Wei, de Zhao et de King. Donc c'est vraiment un château très important et très précieux. Et là Riboku il dit, attendez monsieur, je peux pas vous le donner, c'est impossible. Il faut que je vois ça avec mon roi. Même si je suis un grand général, j'ai pas la décision de ça. Et là le chancelier Ryo il lui dit, si tu ne donnes pas ce château, je te décapite ici et maintenant. Ouais, vous imaginez? Qu'est-ce qu'il a fait notre cher Riboku? Il n'a pas eu le choix, il s'est incliné. Et là, tu te dis quand même que notre cher Riboku, hein, le roi du stratège s'est fait mise à l'amende. Il n'y a pas d'autre terme, hein, s'est fait mise à l'amende par le chancelier Ryo. Et là, je peux vous dire bravo à lui. Alors, pour rappel, le chancelier Ryo, il faut savoir que c'est un marchand, enfin, c'est un ancien marchand, donc il a pour habitude de négocier. Et là, franchement, réussir à récupérer le château stratégique, en plus de ça, de faire un pacte d'alliance avec l'état de Zhao, je peux qu'applaudir notre vieux chancelier Ryofui. Troisième événement, c'est l'arrivée de 2 nouveaux personnages dans l'histoire. On s'est plus attardé sur l'un que sur l'autre. Hein. D'ailleurs, ils sont derrière dans la 4e de couverture ici. Hein. Le premier personnage, c'est bien évidemment Uon. Hein. Alors, Uon, il nous est dit qu'il est commandant, tout comme Shin, d'une unité de 300 hommes, sauf qu'en fait, il fait partie de la branche principale du général Uki. Alors là, on se dit, c'est le général Uki, c'est la branche principale en plus, donc il est automatiquement, enfin, c'est ça, il est automatiquement le successeur tout désigné du général Uki. Moi, je me suis dit, ça va être lui, c'est sûr et certain. Et bien là, la rencontre entre lui et Shin avec son unité, elle était juste magnifique. Hein. Je vous rappelle rapidement le contexte. Si vous voulez, l'état de King ordonne de faire la guerre à plein de petits bourgades qui sont tous rattachés à l'état de Wei. Enfin, ils doivent prendre et décapiter le capitaine adverse. Et là, tu as l'équipe Shin qui s'apprête à réussir à pénétrer dans l'état adverse et à tuer le commandant de l'état adverse. Sauf qu'il s'est fait voler la victoire par l'unité de Uon qui était plus rapide que lui et qui a évidemment récupéré toute la gloire de cette petite quête. Bien évidemment, tu as Shin qui est déjà en colère. Et ensuite, par-delà de ça, tu as l'équipe de Uon qui se moque un peu de l'équipe de Shin, puisque eux, vu qu'ils sont de la branche principale de Uki, donc ils ont les moyens, hein, ce sont tous des nobles, ils ont tous suivi un entraînement militaire, donc ils sont tous à cheval, de beaux armures, tout ça. Et en face,
t'as toutes les unités de Chine qui ont limite des fourches, des pelles, à peine de quoi se protéger. Donc ils sont complètement moqués, c'est complètement la risée. Ils se font passer pour une bonne de branquignol, quoi. Et là, t'as Chine qui n'apprécie pas trop, qui demande des excuses publiques, hein. Et puis là, bien évidemment, tu as le commandant Huon qui refuse et qui attaque très rapidement, mais sans trop de casse. Et puis Chine, il s'est dit, je veux me venger. Et bien devinez quoi, il a réussi à se venger de la belle des manières, car la prochaine quête, en fait, c'est lui qui a subtilisé la prochaine quête sous les yeux du jeune Huon, hein, du jeune commandant Huon. Et là, ça a été une très belle revanche. Avec ça, on a un nouveau personnage aussi qui fait son apparition. Il s'appelle Muten, hein. Alors Muten, il nous est dit que c'est le fils du général Mobu. Mobu a 2 fils. Le premier, pour rappel, c'est le gars qui veut devenir stratège et qui est derrière l'un des 4 piliers là, qui part faire sa formation avec lui. Et Muten, c'est donc le 2e fils, je crois que c'est le fils aîné du général Mobu. Alors si c'est vraiment son fils et qu'il a toutes les capacités, ça annonce du dur pour les chapitres suivants. Moi je vous le dis. Et puis là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que les 2 personnages, ils veulent devenir grand général, l'un des grands 6 généraux. Exactement ce que Chine veut devenir. Et puis là, je me suis dit, c'est les rivaux de Chine. Clairement, c'est les rivaux de Chine. Bon, pour Huon, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je veux devenir le grand général. Donc ça, c'est le rival. Alors pour Muten, il l'a pas forcément dit. Alors je sais pas trop pour Muten, puisque a priori, lui aussi, il veut devenir grand général. Mais il s'est dit, je sais pas, il y a un petit peu en ballontage, ça ne nous est pas clairement raconté. Puis là, je me suis dit, ça va être magnifique la suite. Chine a enfin des rivaux qui sont exactement comme lui, hein. Ils sont des unités à part entière de 300 hommes. Sauf que bien évidemment, vu qu'ils viennent de familles un peu plus nobles, ils ont un peu plus de budget, de moyens, quoi. Puis là, je me suis dit, enfin, Chine a des rivaux, et de vrais rivaux, hein. C'est pas la rivalité entre Naruto et Sasuke, hein. Là, ce sont des vrais rivaux qui ont exactement les mêmes objectifs. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, puisque ça va ajouter un peu de piment à tout ça. 4e événement, c'est bien évidemment une 3e puissance qui fait son apparition. Alors, je vous remets un peu dans le contexte, hein. D'un côté, on a le chancelier Ryofui, hein, qui en fait dirige le pays et sa faction. Et de l'autre côté, on a le jeune roi Elsei, hein, qui n'a pas encore sa majorité. Du coup, c'est pas vraiment lui qui détient les ficelles, c'est plus le chancelier Ryo. Puis là, on s'est dit, enfin, Elsei s'est dit, à 22 ans, c'est l'âge auquel j'aurai enfin les pleins pouvoirs et je dirigerai officiellement l'état de King. Sauf que d'un côté, on a Ryo qui veut pas. Il veut pas ça. Et il s'est dit, et forcément, Ryo, il va pas le laisser faire. Il va forcément le liquider avant. Et bien justement, là, d'un côté, on a la faction de Ryo et de l'autre côté, on a la faction d'Elsei. Sauf que les 2 factions sont quasiment la même puissance, les mêmes forces. Et on s'est dit, il n'y a aucune autre puissance qui va faire basculer la balance d'un côté ou d'un autre. Et bien si une nouvelle faction fait son apparition, et c'est pas n'importe quelle faction, hein, puisque c'est la faction, attention, tenez-vous bien, c'est la faction du harem. C'est-à-dire c'est celle qui est gouvernée par la reine. Et la reine, devinez c'est qui? La reine, c'est la mère de Elsei. Oui, messieurs, dames, l'arrivée de la mère de Elsei qui dirige la 3e faction qui est susceptible de faire pencher la balance soit d'un côté, soit d'un autre. D'ailleurs, grosse surprise, hein, pour moi, quand j'ai appris que la mère de Elsei était toujours en vie. Ça veut dire qu'elle n'a pas pris part au début à la guerre infratricide menée entre Elsei et son demi-frère. Elle n'a pas du tout pris part, elle a vraiment laissé faire, hein, et elle n'a rien fait du tout. Et là, on apprend que là, en fait, la mère de Elsei est vivant et qui dirige en plus le harem, hein, le harem qui a une grosse puissance géopolitique, hein, puisqu'il est soutenu par 3 grosses familles. Dans un premier temps, je me suis dit ça va le faire pour Elsei, puisque c'est sa mère, donc forcément lien de sang. Ensuite, je me suis un peu tilté, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas intervenue aux côtés de Elsei justement entre la guerre entre lui et son demi-frère. Puis là, on apprend que elle n'a pas forcément, enfin elle n'est pas nette, elle n'a pas forcément les mêmes objectifs que Elsei. Donc ça va vraiment être la personne, enfin la faction qui va déterminer lequel entre le chancelier Ryo
et la faction d'Elsei va enfin accéder au pouvoir et ça de manière permanente. Donc ça, j'ai plutôt trouvé ça plutôt intéressant. J'ai vraiment hâte d'en apprendre un peu plus sur la mère d'Elsei. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas intervenue? C'est quoi ses objectifs? Bref, j'espère que ce sera raconté dans les prochains chapitres. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 17 de Kingdoms. Je vous l'avais dit qu'il y avait pas mal de choses à raconter. 4 événements excellents et très bien ficelés. Alors ce tome là, vous l'aurez compris, il est beaucoup plus axé sur la partie géopolitique et beaucoup moins sur les phases de combat. Bon, même s'il y a eu quelques phases de combat, mais c'est très minime. Quasiment tout le tome est à disposition de la partie géopolitique et stratégique, ce qui est plutôt pas mal car ça nous est très bien raconté. Alors qu'est-ce que je peux donner au niveau de la note? Alors pour moi j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment kiffé. Les moments de tension ils étaient là, les nouvelles factions se mettent en place, des nouveaux protagonistes enfin font leur apparition, de nouveaux rivaux. Oh, je kiffe déjà le tome 18 quand je veux le lire. Alors pour moi ce tome 17, clairement ce tome 17 il vaut un 4 sur 5 en termes d'étoiles, 4 sur 5. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous avez pensé de ce tome 17. Si comme moi vous avez plutôt bien apprécié ou pas assez apprécié justement ce tome. Bref, quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.